Vous préférez voter pour Mélenchon ou pour Marine Le Pen? Alors, en tout cas, il est clair que je ne voterai pas pour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, je suis Franck Sellier et avec Sarah Cortier, nous allons interviewer Patrice Thianakoun, le maire du Tampon, dans notre émission qui s'appelle Candidate, Candidat, parce que les élections électorales s'approchent et nous nous intéressons en particulier aux gens qui ont brigué ou qui vont briguer les suffrages des électeurs. Donc voilà la raison pour laquelle c'est à vous. Bon, on enchaîne avec la première question tout de suite. Qu'est-ce qui vous a motivé à entrer en politique? Quel est votre parcours? Oh, mais ça fait très longtemps que je suis en politique. Mon père a une très vieille, très grande expérience politique. Moi-même, j'étais à ses côtés, j'étais gamin. Donc j'ai vu sa première élection qui remonte à 1976, si mes souvenirs sont bons. J'ai toujours suivi à distance ce qu'il fait. J'ai été à ses côtés lorsqu'il était député. Étant député et moi-même étant étudiant résident à Paris, donc je m'intéressais à ce qu'il faisait, mais toujours à côté, un peu derrière, dans l'ombre, mais on avait toujours échangé là-dessus. Donc la politique en elle-même, c'est quelque chose qui m'est très familière. En 2020, ce n'est pas lui qui m'a demandé à venir sur sa liste, hein, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent croire. Ce sont des amis de André Thianakoun qui sont venus me voir en me disant « on a à te parler ». J'ignorais de quoi on voulait me parler. On me dit « voilà, qu'est-ce que tu penses d'être colistier sur la liste de André Thianakoun ?» Alors je me suis dit « mais il ne m'a jamais parlé de ça, ce n'était pas forcément dans mes préoccupations ». Donc j'ai dit, laissez-moi une dizaine de jours, je vais réfléchir. Et avant que les 10 jours arrivent, ils m'ont dit, ça y est, on a déjà réfléchi. Hein. Je dis, mais quoi? Je dis, c'est moi qui devais vous donner la réponse. La réponse, c'est que tu seras colistier sur la liste de André Thianakoun en 2020. Et dans quel état d'esprit vous êtes alors à ce moment-là? C'est presque contre votre gré que vous rentrez sur le côté illuminé de la scène. Quand vous rentrez au conseil municipal en 2020, vous vous dites déjà c'est le premier pas et le second pas, ça sera de prendre la place du maire? Non, pas du tout. Absolument pas. Non. J'étais élu aux côtés de mon père, hein, André Thianakoun, et mon objectif d'être à ses côtés, c'était d'être plus proche de lui dans son action. Pourquoi? Avant d'être élu, je venais à la mairie maximum 4 fois dans l'année. Je venais, je passais en coup de vent, je venais saluer mon père, lui dire un petit bonjour, voyez-vous, s'asseoir un instant pour voir si ça allait, mais je ne m'attardais jamais. Je ne suis jamais venu ici donner des ordres ou quoi que ce soit, parce que ce n'a jamais été. Je n'étais pas élu, je n'avais pas de légitimité à venir donner des instructions ici. Lorsque j'ai été élu, eh bien, la première chose que j'ai faite, ça a été, comme tous mes collègues, de recevoir la population. Donc, c'est en tant qu'élu que je reçois et que je recevais la population. Et votre spécialité, c'est d'être juriste, c'est ça? Moi, je suis... j'ai une forme... J'ai vécu 10 ans à Paris. Ma mère... En 1983, il y a eu 3 événements importants pour moi. D'abord, c'était mon père qui, au mois de mars, est élu maire du Tampon, ce qui n'est quand même pas une petite chose. La deuxième, c'est que j'ai eu mes 18 ans en 1983. Vous savez, quand vous avez 18 ans, hein, vous êtes au lycée, c'est le rêve d'être majeur. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on peut signer déjà ses propres absences sur son carnet de liaison. Hein, ne plus demander à maman de remplir les motifs de l'absence. Là, on est au lycée Roland-Garros. Au lycée Roland-Garros. Et la troisième chose, c'était l'année de mon baccalauréat. Donc, ma mère m'avait dit, je t'ai acheté un billet d'avion, donc je ne vais plus te voir ici, en septembre, tu seras en France. Elle me dit, mais j'ai pas encore mon bac. Elle me dit, non, chacun fait ce qu'il a à faire. Hein.
moi c'est le billet d'avion, toi c'est le bac, donc démerde-toi, mais je ne vais plus te voir ici à la prochaine rentrée scolaire. Donc je me suis retrouvé comme ça à Paris en septembre 83. J'ai choisi Paris, j'ai fait 10 ans là-bas, j'ai été inscrit dans une faculté de droit. J'en suis sorti avec un diplôme supérieur de notariat. Donc c'était à l'époque, avant que les réformes soient faites, c'était un diplôme qui, il fallait 9-10 ans pour obtenir ce diplôme. Donc j'ai exercé comme diplôme. Donc pour répondre à votre question de manière plus directe, oui, je suis juriste de formation. Et c'est ce que vous venez apporter à la mairie alors à ce moment-là, votre capacité de juriste? Oui, oui, c'est ce que j'étais venu apporter, c'était mon expérience dans les affaires juridiques. Puisque la mairie, la commune, comme toutes les communes d'ailleurs, ce sont des questions juridiques qui tiennent au droit de propriété. Vous avez des questions de droit de passage, la construction. Nous recevons à la mairie 25 000 administrés à l'année. Tous les élus qui reçoivent des administrés en semaine, quand on fait le calcul, quand on fait le compte en fin d'année, c'est 25 000. 25 000, c'est à peu près un peu plus d'un tiers de la population. Ce qui veut dire que vous avez une demande très importante, et dans ces demandes que nous retrouvons, vous avez souvent des questions d'ordre juridique. Quand on est rompu aux affaires juridiques, ce sont des questions qui sont somme toute assez basiques, mais encore faut-il avoir les réflexes et la manière de savoir comment appréhender la question. Pour revenir un peu sur votre élection, en juin 2024, est-ce qu'il y avait d'autres candidats au poste de maire au sein de la majorité municipale? Eh bien, au sein de la majorité, il y a eu un candidat à la mairie, c'était moi. Et il y a eu un candidat de la majorité à la CA-Sud qui était Jacques Ewaro. Et je crois que André Tianakoun a fait une excellente répartition en disant que un président de la CA-Sud et un maire, quand on regarde la masse de travail qu'il y a à faire, moi-même je vous avoue que si je devais être à la fois président de la CA-Sud et président et maire du Tampon, ça aurait été une charge extrêmement lourde, hein, parce que la commune s'est beaucoup développée et que ça devient très lourd de faire les deux en même temps. Et même ça doit être un petit peu un choc de passer de l'homme des bureaux à l'homme de la lumière, à celui qui va prendre des décisions, et parfois des décisions dures. Vous étiez prêt à ça? Eh bien, j'ai toujours été, avant d'être maire, j'ai toujours été à la fois bureau et terrain dans mes activités privées. Je n'ai pas été dépaysé dans le sens où il y a des décisions à prendre. Les décisions que vous prenez, mais il faut déjà aller sur le terrain. Il ne s'agit pas de rester assis dans son bureau et de prendre des décisions, mais il faut les prendre, hein, comme on dit, in concreto, hein, de manière concrète, et non pas in abstracto, de manière abstraite. Donc je n'ai pas été dépaysé sur la manière de travailler, mais effectivement le périmètre. C'est là que j'ai découvert ce que c'est qu'être maire et quel est le périmètre de responsabilité d'un maire. Hein. Donc avant d'occuper ce poste, mon père ne m'a jamais dit « viens voir ça, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. » Ça ne s'est jamais passé comme ça parce que j'avais suffisamment d'activité dans le privé pour respecter son périmètre et lui laisser son périmètre de passion, et puis moi j'avais le mien. Et là vous succédez à quelqu'un qui, lorsqu'il a dû quitter ses fonctions à la mairie, a été unanimement reconnu, y compris par Huguette Bello et ses pires adversaires. Enfin ses pires adversaires, j'exagère sur le mot pire, hein. Même Alexis Chaussalet a dû faire un communiqué pour saluer le travail accompli. Et évidemment à droite, les louanges également. N'empêche, il est parti sous le problème d'une condamnation pour prise illégale d'intérêt. Comment est-ce que vous vivez ça? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Et est-ce que vous faites quelque chose de particulier pour assurer et garantir la probité des élus au sein du conseil municipal du Tampon? Eh bien, je crois que c'est un problème
de manière de prendre les décisions. Ce que je veux dire, c'est que lui-même, moi-même, lorsqu'on m'a soumis la question concernant cette affaire, j'étais un peu étonné parce que je m'étais dit toutes les précautions avaient été prises, à savoir que y avait-il un favoritisme. Il n'y avait pas de favoritisme puisqu'il a eu une mission qui avait été confiée à un cabinet de recrutement. Il y a eu des auditions et c'était le meilleur candidat. En l'occurrence, c'était la candidate qui avait le meilleur profil qui était retenu. C'était Christelle Mondon. Donc, dans ma réflexion de juriste, je m'étais dit, pour moi, les précautions avaient été prises. Or, c'est pas sur le terrain du favoritisme. C'était une prise illégale d'intérêt qui m'avait particulièrement surpris. On en tire les conséquences, point final. D'ailleurs, c'est un point final ou bien il y a encore un pourvoi en cassation? Ce sont des procédures qui sont en cours. Alors, je ne saurais vous dire où est-ce qu'elles en sont actuellement, mais il y avait eu un pourvoi en cassation sur différentes questions qui avaient été relevées par notre avocat, mais là je ne pourrais pas vous donner plus de détails. Donc, je dis ça comme M. Tian Akoun-André est encore très présent dans la vie politique, il est souvent présent aux manifestations, aux inaugurations. Oui. C'est un retrait qui est peut-être définitif ou il peut revenir? Mon père s'occupe... il a réappris à s'occuper un peu de lui. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand mon père était en fonction, lui, il avait un emploi du temps qui était extrêmement minuté. C'est mon cas aussi. Alors, comme nous sommes dans les exemples, j'ai toujours dit, avant d'être maire, je maîtrisais 95% de mon emploi du temps, et les 5%, c'était pas moi qui le maîtrisais. En étant maire, c'est 95% de mon temps qui est géré par mon secrétariat et il me reste que 5% de mon temps que je peux gérer par moi-même. André Tian Akoun ayant repris étant libre aujourd'hui, il a fallu dans un premier temps qu'il réapprenne à gérer son temps. Donc, ce qui veut dire que c'est ce que j'ai en ce moment. Lorsque arrive le moment du déjeuner, je sais que j'ai un temps qui est limité. Donc, lui-même fonctionnait comme ça en disant, voilà, il est midi, j'ai quelque chose qui est prévu pour 13h15 ou 13h30, il faut que à 13h je sois parti. Eh bien, je lui ai dit, je lui ai dit, maintenant que tu déjeunes avec tes amis, tu prends le temps de déjeuner avec tes amis. Tu n'as plus cette contrainte de dire qu'il faut qu'à 13h30, il faut que je sois à tel endroit. Eh bien, prends le temps de partager différemment ces moments avec tes amis. Ça fait partie des apprentissages, des réadaptations de gestion du temps. J'ai peut-être une dernière question un peu intime dans la relation père-fils. Il marque d'une telle empreinte, il est tellement présent encore dans l'esprit des Tamponnais que je me demandais si c'est pas un peu, entre guillemets, étouffant d'être le fils d'André Tian Akoun. Moi, je ne l'ai jamais vécu comme ça, pour la bonne et simple raison que, vous savez, il y a, dans les histoires de père-fils, vous avez, ça occupe des volumes entiers de la psychanalyse, notamment de la philosophie. Mon père et moi, depuis très, très longtemps, nous avons toujours eu l'habitude de discuter ensemble. Qui dit discuter ensemble dit que forcément il y a des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord. André Tian Akoun ne m'a jamais imposé une décision quelconque, une opinion quelconque en disant que là c'est ton père qui a décidé que ce sera comme ça, que ce sera comme ça. Nous avons toujours pris le temps de discuter, d'échanger. Il prend sa décision quand ce sont des choses qui le concernent, mais en ayant écouté. Et donc, lorsqu'il a été amené à prendre des décisions importantes, des décisions politiques, ça lui arrivait très souvent de venir me voir en me disant, voilà, comment tu vois les choses. Donc,
moi, je vous donne jusqu'où vous pouvez discuter. Par exemple, lorsqu'en 1988 ou 89, je ne sais plus, il y avait une motion de censure qui était contre le gouvernement de Michel Rocard. Et il fallait quelques députés de droite pour l'aider à rester en place. Donc on en a discuté. On était, j'étais encore à Paris, on était tous les deux. Voilà, hein. Donc vous voyez, on est tous les deux à table. Il me dit voilà, qu'est-ce que tu penses, etc. Donc vous voyez, on a échangé comme ça, ce qui fait que je n'ai moi-même jamais ressenti le poids paternel sur mes épaules. Nous sommes, moi je pense que nous sommes plutôt dans une relation équilibrée. Il arrive qu'ils disent que j'ai tort, et il arrive aussi qu'ils disent, notamment à d'autres personnes, effectivement, il avait raison sur tel et tel point. Donc je ne suis pas sous le joug d'un poids paternel, et je crois que je l'assume, c'est mon père. C'est mon père, point final. Mais dans l'exercice de mon mandat, je n'ai pas ce que certaines personnes pensent, hein, d'avoir le poids du paternel qui me pèse sur les épaules. Pas du tout. Pour changer un peu dans une relation avec lui qui est très apaisée. Hein. En 2022, vous perdez contre Nathalie Bassire. Oui. Vous n'êtes pas encore maire. Non. Donc c'est quoi qui a fait... Si vous aviez été maire, vous auriez gagné peut-être? Le verdict des urnes, il a été ce qu'il est. Vous aurez constaté que la législature 2022-2024 a été un gros foutoir, au point que le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui a été encore un deuxième foutoir tel que nous le voyons maintenant. Nous pouvons déplorer cette situation. Le pays n'en sort pas gagnant. Quelque part, il était peut-être écrit que je ne vais pas être député et que j'étais loin de penser qu'en 2024 je serai maire du Tampon. Donc bon, les choses sont ce qu'elles sont, il faut les prendre telles quelles. Et là, oui, on parlait donc des législatives de 2024. On avait un Joseph Rivière qui était candidat, un Alexis Chaussalet qui était candidat. La mairie, quelle position prenait-elle? Bon, la mairie en tant que collectivité n'a pas pris de position. J'ai des collègues du conseil municipal qui ont des sensibilités différentes. Certains n'ont pas pris de position. D'autres ont pris position pour l'actuel député, pour Joseph Rivière, qui était élu. Et il me semble que d'autres ont choisi la voie de laisser aux électeurs le libre choix, en se disant qu'il y avait, je parle du second tour, hein, le choix entre Alexis Chaussalet et Joseph Rivière. Il se trouve que Joseph Rivière l'a emporté. D'un autre point de vue, je dirais que le résultat n'est pas si mal que cela, parce que il aurait été dommage de laisser la représentation de l'ensemble de la population avec des députés qui étaient tous issus du NFP. Donc nous avons apporté un peu plus de diversité dans la représentation de la Réunion. Puisque le député ne représente pas une commune, ne représente pas une circonscription. Le député, on dit bien député de la Réunion. Vous êtes député d'une circonscription parce que vous êtes bien élu par une circonscription, mais quand vous êtes élu député, vous parlez au nom du peuple, donc vous parlez au nom de l'ensemble des Réunionnais. Alors on peut avoir un peu plus d'appétence pour dire moi je suis la troisième, donc je parle pour les électeurs de la troisième circonscription, mais en général député de la Réunion, donc nous avons 7 députés de la Réunion.
Mais voilà, les députés défendent un projet Oui. de gouvernement. Oui. Et justement, Joseph Rivière, c'est pas anodin, c'est un candidat du Rassemblement national, Oui. étiqueté extrême droite. Oui. Quel est, peut-être c'est le moment de clarifier un peu la position, votre position vis-à-vis de cette relation avec Joseph Rivière. Oui. Quelle relation vous entretenez avec lui? Est-ce qu'il peut être partenaire ou est-ce qu'il est adversaire au nom de l'ancien front républicain qui s'opposait à l'extrême droite? Joseph Rivière, c'est quelqu'un que je connais bien, je connais même depuis très longtemps. Son père lui-même, qui s'appelle Roland Rivière, c'est quelqu'un que je connais depuis plus d'une trentaine d'années. Hein. Donc, avant d'être quelqu'un du Rassemblement national, c'est un tamponné que ma famille et moi nous connaissons bien. Donc, nous n'avons pas des liens politiques, nous avons des liens personnels. Et moi, comment j'interprète sa candidature, c'est quelqu'un du tampon qui s'est porté à la candidature de la députation. Elle avait travaillé en ce sens, et ses efforts ont été couronnés de succès. Et je pense que le succès, un succès personnel avec néanmoins un appui de l'étiquette du Rassemblement national qui le soutient. Et justement, cette étiquette du Rassemblement national, est-ce qu'elle est compatible avec la droite réunionnaise que vous représentez? Au niveau de l'appartenance, puisque ce sont des sujets qui reviennent sur la table, hein, la départementalisation, l'appartenance de la Réunion à la République, ce sont des points qui, pour nous, ne sont... Quand je dis que ce sont des non-sujets, en réalité, le sujet revient sur la table parce que vous avez d'autres membres de la classe politique qui sont allés s'associer à la demande, à l'appel de Fort-de-France. Mais je ne crois pas que les droites, d'une manière générale, et vous avez aussi des gauches qui sont fondamentalement départementalistes et attachés au statut de la Réunion comme département français. Département français, point final. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conditions particulières, mais même s'il n'y a pas de conditions particulières, ceci n'empêche pas d'avoir un peu de demander de la souplesse. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire des lois qui soient adaptées au territoire d'outre-mer dans le cadre du droit français. André Tianakoun en a fait. Quand il en a fait, j'étais à ses côtés. Donc nous avons inséré plusieurs dispositions dans les codes de commerce, code général des impôts, code de la sécurité sociale, etc. Donc on n'a pas fait à proprement dit des lois pays, mais on a su le faire. Donc voyez-vous, nous souhaitons continuer à travailler dans ce cadre. Donc oui, sur le statut, il y a des points de convergence avec le programme du Rassemblement national, qui en effet n'imagine pas de se séparer des territoires ultramarins ou de toucher au statut des territoires ultramarins. Est-ce qu'il y a quand même des interdits, des divergences? Pour la Réunion, alors vous savez que j'en discutais hier avec des amis. Vous voyez, vous avez un sujet qui soulève des passions en France, c'est le voile. Oui. Bon, à La Réunion, je respecte les personnes qui, je ne sais pas si on appelle ça le foulard. Oui. Bon, moi, ça ne me choque pas, moi. Vous voyez, on est dans une société multiculturelle. La Réunion est formée de diverses cultures. Bien, nous avons appris à respecter et à vivre avec ces différentes cultures. Donc, pour nous, à La Réunion, ce sont des questions qui ne se posent pas. Mais dans un cadre national, on n'est plus tout à fait au même niveau. Alors, moi, vous me posez la question, je dis à La Réunion, pour moi, c'est pas un sujet. Je note que vous êtes plus proche quand même des idées de Joseph Rivière que de celles d'Alexis Chaussalet. Quand il s'agit de voter au deuxième tour en 2024, oui.
Je n'ai pas le droit de vous demander pour qui vous avez voté, ça ne serait pas démocratique. Je ne me souviens même plus. Mais vous vous sentez plus près de plus du côté... Joseph Rivière est issu d'une famille de droite. Avant même d'être au Rassemblement, il a toujours été à droite. Moi, Alexis Chaussalet, il a été mon adversaire en 2022. C'est ça. Et quel bilan vous faites aujourd'hui de vos derniers mois en tant que maire? Ça fait... on approche du 13e mois. Ouais. Le 24 juillet, ce sera mon 13e mois. En 12 mois, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire, une fonction de maire, c'est chaque jour faites un marathon. Et dans ce marathon, on fait des sprints de 100 mètres à chaque fois. Vous voyez, donc il faut être à la fois marathonien et sprinter. J'ai quand même fait pas mal de choses. Si on regarde les plus significatives, prenons la question du logement. J'ai mis cette question sur la table rapidement. J'ai moi-même une manière de parler qui n'est pas forcément des plus diplomatiques, mais la position que j'ai prise a eu le mérite de braquer le projecteur sur une question qui aujourd'hui est en train d'évoluer dans le bon sens. J'ai appelé l'État à cesser d'avoir une démarche qui était purement arithmétique, mais il faut regarder non pas l'arithmétique, mais regarder l'humain. Alors c'est quoi l'humain? Si on parle de la loi SRU, quoi, le taux de logements sociaux qu'on doit avoir sur chaque commune. Hein. Oui. Alors, si on pense sur le taux SRU, la commune du Tampon, aujourd'hui, elle est à environ à 16% sur un objectif légal de 25%. Il nous manque 2700 logements. Ce déficit de 2700 logements nous coûte annuellement 500 000 €. C'est-à-dire que, si ça s'est passé pas très longtemps, vous recevez un courrier et on vous dit, voilà, nous avons ponctionné vos comptes, nous avons prélevé, on ne dit pas que nous avons pénalisé. J'ai regardé le courrier, nous avons fait un prélèvement de 500 000 € sur votre compte parce que vous êtes à 16, et quelques, donc il vous manque 2700 logements. Il faut appeler un chat, c'est une pénalité. Donc il est d'une part, si on construit des logements, c'est pour loger des tamponnés. Il y a sur 100 logements qui sont livrés, 70 logements sont attribués à des tamponnés. Pourquoi il y a une telle demande de logement? Il faut 6 ans entre le moment où vous prenez la décision de construire des logements et le moment où vous donnez les clés, il faut 6 ans. Combien de temps faut-il pour qu'une famille se délite? C'est très vite. Qu'est-ce que nous voyons parmi les familles qui se délitent? Eh bien, vous avez les jeunes générations qui, une fois qu'un bébé arrive, les grands-parents et les enfants ont du mal à cohabiter parce qu'un bébé, vous imaginez bien que ça crie, ça court, les parents ont pris de l'âge, ne supportent plus le bruit, ne supportent plus l'étroitesse du logement qui devient inadapté. Donc on demande aux enfants de quitter la maison. Vous avez, après une grande chose, on dit chacun veut prendre son particulier. Ça veut dire que c'est vrai, les jeunes aspirent à habiter chacun chez eux. Donc vous avez des grandes maisons où il y avait jusqu'à 3 générations. Et maintenant, ces grandes maisons, elles sont de moins en moins nombreuses. Ce sont les papis-mamies qui habitent dans la maison, ou bien la maison est vendue, le papy et la mamie habitent dans un logement plus petit, les enfants habitent dans un autre logement et les petits-enfants habitent dans d'autres logements. C'est ça qui crée une grosse pression sur les demandes de logement. Et donc, moi j'ai tapé du poing sur la table parce que le système en lui-même, il est bon. Mais comme la commune du Tampon est l'une des rares communes à produire, à construire des logements,
eh bien, il est arrivé que le système soit dévoyé. Dévoyé parce que vous avez des personnes des autres communes ou qui viennent de l'extérieur qui profitent des failles du système pour essayer d'avoir un logement. On rompt l'égalité, on rompt l'équité. Vous avez des personnes qui vous disent, moi je ne comprends pas pourquoi, moi j'attends depuis 3-4 ans d'avoir un logement et que lui, il arrive, il est devant moi. Eh bien, vous avez un dispositif que l'État est en train de revoir, c'est le DALO, le droit au logement opposable. Dans le DALO, qu'est-ce qu'on fait? On dit, voilà, vous avez un logement, ou bien vous prenez ce logement, ou bien votre dossier est annulé. C'est là où je dis qu'il manque de l'humain. J'ai eu le cas d'une personne je suis parti le voir parce que cette personne faisait trop de bruit dans la résidence où elle habite. Elle me dit, monsieur le maire, moi je ne suis pas demandé à être là. Moi je viens de Saint-Paul. On m'a dit, s'ils ne prennent pas ça, ils ne gagnent plus de logement. Moi elle est venue habiter au Tampon, ma famille elle est à Saint-Paul, Médalon elle est à Saint-Paul, moi on prendre l'auto pour aller à Saint-Paul, moi on prendre le carburant pour me mettre dans l'auto si on avait un loto, il reste là. Qu'est-ce qu'il fait? Il tue son ennui en buvant pas que de l'eau. Et donc votre proposition, c'est de limiter les constructions de logements actuellement pour plus... Non, pas du tout. Non, c'est que nous avons travaillé avec l'État et les bailleurs sociaux pour que tous ceux qui essayent de passer en fraude, on renforce le contrôle. Je n'ai jamais dit que je voulais arrêter la construction. L'objectif d'atteindre les 25% de la loi SRU, il est toujours dans les tuyaux. Le choix est simple, soit vous payez des pénalités, soit vous construisez. Or, nous avons une trajectoire démographique qui fait que, trajectoire démographique et sociologique, qui fait que nous devons continuer à construire des logements pour loger la population. Et deuxièmement, je pense que ce serait totalement irresponsable d'arrêter de construire. Si vous arrêtez de construire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez provoquer une tension sur le marché locatif et vous allez avoir les loyers qui vont monter. Donc il faut construire, mais revoir de fond en comble les conditions dans lesquelles ces logements sont attribués. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Je vous donne des cas. Vous avez des personnes qui viennent se domicilier au CCAS. J'ai dit à l'État, j'ai dit, mais n'importe lequel d'entre nous, tenez, vous venez vous inscrire au tampon, CCAS. J'ai le droit à un logement. Vous allez à Saint-Pierre, vous inscrivez au CCAS. Vous partez à Saint-Louis, vous parcourez comme ça toute la Réunion, et bien vous allez être inscrit dans les 24 CCAS. Après, je ne sais pas si vous pouvez avoir 24 enfants, monsieur Céline, mais vous avez des enfants, vous dites, voilà, je vais inscrire mes enfants dans la commune, et vous allez vous pointer devant la commission en disant, voilà, eh bien, je suis logé, j'ai mes enfants inscrits au tampon, moi je suis inscrit au CCAS, je suis sans toit, des enfants en scolarisation, donc je suis DALO, donc j'ai besoin d'un logement. Je suis conscient, mais il ne faut pas non plus que ce soit des manœuvres, des détournements de procédure qui font que vous avez un logement. Il faut respecter ceux qui en font la demande de manière régulière. J'ai eu des cas comme ça. Tout ce dont je vous donne comme exemple, c'est du vécu. Moi, j'ai eu une famille qui vient me voir en me disant, alors je pose la question, je dis, où sont vos enfants? On me dit, mes enfants sont scolarisés à Petite-Île. Je dis donc, c'est que vous êtes résident de Petite-Île. Là, vous sentiez qu'il commence un peu à perdre un peu les pédales. Et en vous disant, oui, mais il faut que je vienne me domicilier au tampon CCAS, vous tirez un peu les vers du nez, et puis il finit par vous lâcher, ben oui, quand vous faites des logements, eh bien, moi je demande d'être inscrit à votre CCAS,
Comme ça, les enfants pourront quitter Petite-Île pour venir s'inscrire au tampon. Et une fois qu'ils sont inscrits au tampon, vous comprenez, donc là, on va avoir un logement. Enfin, si je comprends bien, le tampon est un peu victime de son attractivité. Oui. Des populations extérieures viennent y loger, mais j'ai aussi entendu des gens qui ont du mal à accepter l'urbanisation de plus en plus puissante de cette zone entre le tampon et Trois-Mars. Oui. Comment est-ce que vous faites pour essayer de préserver l'esprit village? Eh bien, le tampon n'est plus un village, hein. Il faut se rendre compte de cette évidence. De 1983 à 2025, nous sommes passés d'une commune qui comptait originalement 30 000 habitants environ. Nous sommes aujourd'hui à 85 000. C'est la courbe démographique. Dans le même temps, vous voyez que Saint-Denis, on est pratiquement à 150 000 habitants. Saint-Paul, on a dépassé le cap des 100 000 habitants. Donc la croissance démographique, ce n'est pas que le tampon, c'est toute la Réunion. Il faut loger ces populations. En même temps, les villes évoluent. Si vous regardez, la Réunion est encore un pays qui est très jeune sous cet aspect. Mais regardez les grandes villes à travers le monde, allons en France. Le Paris tel que nous le connaissons, c'est Fulgence Bienvenue qui avait aménagé le métro, qui a redessiné Paris avec Haussmann. Donc comment on a fait? Eh bien, Paris s'est transformé. Aujourd'hui, les villes de la Réunion sont dans ce mouvement de transformation. Saint-Denis a déjà fait une grande part de transformation. Saint-Pierre l'a déjà fait. Tampon est en train de vivre cette transformation. D'un certain point de vue, c'était inéluctable. Inéluctable parce que pendant très longtemps, moi-même j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des services de l'État. Vous voyez, quand on parle des relations avec mon père, je me rappelle d'un haut fonctionnaire qui m'avait dit, voilà, il faut vous demander à votre père de cesser de nous bassiner, que le tampon doit se développer. Voilà ce qui m'avait été dit, hein. Vous savez, la vision de l'État pour le tampon, c'est très simple. Rapporter la demande au député maire Étienne Hakoun que la plaine des Cafres, le 27e, c'est bon pour les vaches, le lait et les prés. À part les vaches et le lait, il n'y a pas de futur à la plaine des Cafres. En dessous de la plaine des Cafres, Piton-Hyacinthe-et-Autres, eh bien c'est du maraîchage. Et il n'y a pas de futur en dehors du maraîchage. Et vous descendez au tampon, eh bien ce sera la ville dortoir de Saint-Pierre. Et ne rêvez pas, il n'y a pas de futur. Donc si on vous dit, ça remonte à 25 ans de cela, tampon no future, eh bien vous voyez que nous avons su donner un futur au tampon. Eh bien le futur du tampon implique une transformation de notre commune. Pourquoi la commune devient attractive? C'est que n'oubliez pas que vous avez un pôle universitaire au tampon qui s'est beaucoup développé. Ce pôle universitaire délivre des diplômes aujourd'hui qui ont une bonne cote au niveau national. Vous avez les STAPS, mais au-delà des STAPS, vous avez des diplômes qui concernent les sciences de la construction, les sciences de l'homme. Donc là-dedans, on fait des Bac+5 pour savoir comment on adapte nos constructions au changement climatique, au relief, etc. Donc ce sont des diplômes qui ont une assise, un rayonnement qui va au-delà de la Réunion. On ne fait pas une université pour enseigner des matières qui ne concernent que la Réunion. Eh bien, quand je vois la quantité d'étudiants qui fréquentent le site, voyez-vous, donc le tampon est devenu une ville universitaire, mais l'objectif étant de garder son cachet de ville à la fois urbaine et rurale. Et c'est pour ça que j'ai lancé la révision du plan local d'urbanisme. C'est pour que on évite qu'on impose un certain nombre
de contraintes supplémentaires aux constructions. Par exemple, moi j'ai vu des programmes où vous avez un terrain de 800 mètres carrés, on colle 800 mètres carrés de béton. Ben, j'ai dit arrêtez. Hein. Il faut qu'on continue d'embellir nos communes avec du végétal. Hein. Le végétal, c'est ce qui permet aux villes de respirer. Eh bien, dans le centre-ville du Tampon, c'est indéniable qu'il y aura un peu plus de population. Nous travaillons actuellement sur la révision du schéma d'aménagement régional. Qu'est-ce que l'État nous dit? Vous serez à 1 million 2050, il faut construire 170 000 logements. Au Tampon, il faut construire 16 000 logements supplémentaires. Donc, ce sont des objectifs qui ne sont pas si lointains que ça quand vous regardez la temporalité. Dans le même temps, on vous dit, oui, mais il faut en même temps cesser d'artificialiser les sols. Et moi, j'ai fait en sorte qu'on ne fasse pas des immeubles à 10 étages de tampon. Ce n'est pas ce que j'ai envie non plus. Hein. Donc, il faut garder ce cachet. Mais en même temps qu'on garde ce cachet, il faut continuer à moderniser notre ville et continuer à moderniser notre commune. Vous avez 8-10 étages, on va monter jusqu'à combien alors? Non, j'ai eu des permis qui m'ont été présentés sur 6 niveaux, j'ai dit moi je coupe ça. Non. On s'arrête à 4? Je pense que il faut être raisonnable dans les hauteurs. Hein. Mais on m'a présenté du béton sur 6 niveaux, j'ai dit non. Vous parlez de villes qui se transforment, ça pose aussi des questions sur la mobilité. C'est aussi un des gros dossiers que vous gérez. Vous avez présenté un projet de téléphérique entre la ville du Tampon et de Saint-Pierre. Ce projet ne fait pas l'unanimité, mais est-ce que vous pouvez nous en parler aujourd'hui? Oui. C'est depuis le début de cette année, quand vous me demandez qu'est-ce que j'ai fait en l'espace de 12 mois, voilà l'un des projets qui me paraît important pour l'avenir de notre commune et même, je dirais, pour la région sud, du battant des Lames au sommet des montagnes. Si nous procédons par élimination, certaines personnes parleraient de mettre un train. Je n'ai jamais vu de train à travers le monde monter quand je parle de train. On n'est pas en Suisse, hein, mais je n'ai jamais vu de tram ou de métro monter des pentes comme celles que nous avons de Saint-Pierre jusqu'au Tampon. Si vous voulez faire du ferroviaire, qu'est-ce qu'on fait? On fouille un tunnel pour rester à plat. Donc imaginez que vous fouillez un tunnel. Vous allez fouiller un tunnel, donc vous allez commencer par construire des stations souterraines. Imaginez un peu, imaginez-vous Paris, gare Saint-Lazare, et puis vous avez une gigantesque station en sous-sol, mais est-ce que nous avons les moyens de le faire? À La Réunion, entre Tampon et Saint-Pierre, je ne suis absolument pas convaincu. Refaire des voies supplémentaires sur la 4 voies, nous sommes en train de parler de sobriété foncière. Mais ce qui me paraît la meilleure solution, pour des raisons de pollution, de préservation des espaces, c'est de monter un système de transport par câble. Donc il y aurait 2 lignes de téléphériques qui vont commencer à la plaine des Cafres. Le projet que j'avais proposé initialement s'arrête au 400. Pour la bonne et simple raison que le maire du Tampon ne peut pas parler pour Saint-Pierre. J'en ai discuté avec mon collègue David Lorient, mais il m'a dit, mais moi je suis tout à fait disposé à ce que ces lignes de téléphérique aillent du bord de mer jusqu'à la plaine des Cafres, qui desservent les centres de santé que sont le CHU de Saint-Pierre, les centres-villes, les universités. Donc on inscrit la mobilité dans dans les besoins d'aujourd'hui. Et je n'ai pas été inventé la poudre, hein, je n'ai pas inventé l'eau chaude.
ce moyen de mobilité, quand vous regardez ce qui se fait à travers le monde, vous en trouvez en Amérique du Sud, vous allez les voir à Mexico, vous allez les voir en Colombie, vous avez des grandes lignes téléphériques portées en Asie. Vous avez à Singapour, vous avez, vous partez pas loin de chez nous, partons en France, eh bien ça se fait partout en France. Madagascar, ils sont en train de mettre une ligne de téléphérique en place et partons à Maurice. Maurice a mis en place un métro et posez-vous la question pourquoi la ligne de métro n'a pas permis de réduire les embouteillages à l'entrée de Port-Louis. Eh bien, à mon avis, c'est parce que la ligne de métro, elle ne fait pas suffisamment de connexion avec les autres moyens de transport. C'est ce qui explique, à mon modeste sens, à mon modeste point de vue, que le métro n'est pas un succès. Donc les Mauriciens ont su le faire dans des délais très courts, mais ce n'est pas un succès dans le sens où moi je suis parti à Maurice il n'y a pas très longtemps, le temps de sortie de Port-Louis n'a pas changé. Ce que nous voulons faire, c'est un mode de transport qui permette à toutes les générations, des plus jeunes aux moins jeunes, d'avoir un système qui permette d'aller en moins de 30 minutes de la plaine des Cafres jusqu'à Saint-Pierre. Et les gens se sont demandé, est-ce qu'on ne nous fait pas rêver, parce que je crois que vous avez annoncé 5 ans pour la faisabilité de ce projet-là. Oui. Ça peut sembler même très court parce qu'il va falloir faire une enquête publique. Oui. Est-ce que l'acceptabilité des populations de voir passer un téléphérique au-dessus de leur maison sera facile à acquérir? Pas sûr. Et puis financièrement surtout, combien est-ce que ça coûterait? Est-ce que vous avez évalué le prix de ces 2 lignes de téléphérique? Alors j'ai regardé 2 points. D'abord l'acceptabilité. L'acceptabilité, ça veut dire que ces 2 lignes, s'il y en a une à l'est et une à l'ouest du tampon, qui descendent vers Saint-Pierre, c'est que nous passons à proximité des zones habitées. Mais nous n'allons pas faire passer des lignes téléphériques au-dessus des habitations. Prenez le cas de la ligne Est, vous allez démarrer depuis... ça c'est un gros doigt, c'est gros doigt le trait là. Vous démarrez depuis la Ravine Blanche à la plaine des Cafres. Quand vous êtes à la Ravine Blanche, vous regardez Saint-Pierre, vous voyez que devant vous, c'est soit des pâturages, soit des champs de canne. Vous avez les habitations qui sont à proximité. Donc ça permet de, c'est ce que je disais de manière un peu poétique, mais quand vous êtes dans la cabine, vous allez passer au-dessus des vaches et des prés. Après, vous allez passer au-dessus des champs de canne. Parce qu'il faut quand même préserver les terres agricoles. Quand vous allez démarrer du côté de Boiscourt, vous allez passer sur les champs de choux, les champs de courgettes, sur les salades. Vous descendez par Pont-d'Yves, par Bras de Ponto, vous descendez jusqu'à la ravine des Cabris, et après vous arrivez quelque part sur le front de mer. Donc ce n'est pas de passer au-dessus des habitations. Le deuxième point, c'est le temps. Moi j'ai regardé dans les grands chantiers qui se sont faits à travers le monde, eh bien, les constructeurs vous disent qu'en l'espace de 2 ans, ils ont monté, ils ont livré leur téléphérique, mais comme vous le savez, c'est la paperasse qui est beaucoup plus longue que la réalisation elle-même du chantier. Après, combien ça va coûter? Je vais vous donner un exemple. La voie urbaine du Tampon, qui est pour moi la dernière voie d'importance que nous allons réaliser. Parce que nous avons des impératifs de sobriété foncière qui font qu'on ne va plus créer de routes comme on a pu créer jusqu'à maintenant. Rond-point des Azalées, jusqu'au 14e, c'est 50 millions d'euros. 50 millions d'euros de travaux hors acquisition foncière. Cette voie urbaine, elle passe par où? Elle va, la première tranche, ce sera depuis le 14e jusqu'à Trois-Mars.
Et vous avez une deuxième et un troisième tronçon qui vont permettre d'arriver sur le rond-point des Azalées. Donc vous passez au niveau du chapiteau, oui. Vous passez tout droit. Sur des routes existantes ou il va falloir... Sur des routes existantes, mais lorsque vous prenez la rue de Paris, là au bout vous avez une maison qui va être à terme démolie. Et vous avez déjà, à l'arrière, vous avez déjà un corridor qui est prévu pour remonter par le 14e, vers le 14e en passant par Trois-Mars. Il n'y a pas d'expropriation prévue dans ce projet-là? La quasi-totalité du foncier est maîtrisée. Eh bien, c'est 50 millions d'euros hors foncier qui est porté par la commune. Le téléphérique, c'est un moyen qui, moi j'ai regardé les coûts de construction, eh bien vous êtes en dessous des routes, vous êtes en dessous des trains. Combien ça va coûter, je n'ai pas encore de devis, nous en sommes qu'au début du projet. Donc là, ça va dépendre des solutions qui vont être proposées, des options qu'on va prendre. C'est pas une nouvelle route du littoral? J'ai pas envie que ça arrive comme ça, mais vous voyez que la route du littoral, c'est 1,6 milliard ou 2 milliards dans ce... On va arriver à 2,5 milliards. Mais moi, je n'ai pas du tout envie qu'on arrive à là. Donc, il faut faire quelque chose de simple, qui soit rapide à mettre en place et qui soit sobre au niveau énergie, rejet de CO2 et consommation du foncier. Alors, le téléphérique, il a un avantage, c'est que quand vous faites la voie du téléphérique, bien, vous ne touchez pas à la terre qui est en dessous. Pour poser le mât du téléphérique, vous faites un carré de 3 par 3 ou de 4 par 4, et ça ne va pas au-delà. Mais deux communes peuvent porter un projet comme ça sans la région qui est compétente normalement en matière de transport interurbain? Ce sont des choses qui viendront lorsque lorsqu'il sera temps d'en discuter, mais effectivement, c'est Tampon et Saint-Pierre, nous avons déjà la population, ça se justifie, ne serait-ce par le bassin de population. Nous sommes aujourd'hui environ à 170 000 habitants. À horizon 2050, on sera plus de 200 000 habitants. Et pourquoi on le fait avec Saint-Pierre? Figurez-vous que Saint-Pierre n'est distant de Tampon que de 5 mètres. Vous partiez sur la ligne des 400, d'un côté on est au Tampon, de l'autre côté vous êtes à Saint-Pierre. Il y a 5 à 6 mètres de distance. Et donc vous avez des Saint-Pierrois qui sont plus des tamponnés d'esprit que Saint-Pierrois. Ils sont Saint-Pierrois parce qu'ils sont rattachés à la commune de Saint-Pierre. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes deux communes qui sont en réalité très proches l'une de l'autre. Donc cet ensemble-là mérite qu'il y ait des interconnexions qui permettent d'irriguer tout le territoire d'une manière décarbonée, rapide, etc. Le taux voiture, on est tous d'accord que c'est un temps qui est révolu. Vous parliez de courgettes, de patates et de choux tout à l'heure. Oui. On dit souvent que le Tampon est le grenier de la Réunion. Oui. Quelle est votre stratégie pour soutenir les agriculteurs et en même temps protéger les espèces naturelles? Eh bien, voyez-vous, dans la ZAN, il y a un gros problème. En France, c'est vu de manière différente. Dans la ZAN, on vous dit que les surfaces des serres font partie du calcul de l'artificialisation des sols. Eh bien, je dis que pour la Réunion, on marche sur la tête. Vous construisez une serre de 5 hectares, on vous dit que vous avez bouffé 5 hectares de surface où vous pouvez construire des logements. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut loger? Oui. Est-ce qu'on veut l'autonomie alimentaire? La réponse est oui. Eh bien, faisons en sorte qu'on puisse faire les deux. Si on veut faire une chose et son contraire, eh bien, dans 20 ans, on sera toujours au même point. Moi, ce que je voudrais, c'est que on regarde bien les terres agricoles. Vous avez 3 types de terres agricoles au Tampon. Et je pense que c'est sur l'ensemble de la Réunion, c'est comme ça. Vous avez des terres agricoles qui sont de vraies terres agricoles. Elles sont cultivables.
vous avez des terres agricoles qui sont incultes. J'en ai vu, hein. Vous partez à Piton-Hyacinthe, la terre agricole, ce sont des cailloux. Il n'y a que des cailloux. Ce sont des terres qui ne sont pas utilisables à l'état naturel comme des terres qui puissent être affectées à l'agriculture. Troisième point, vous avez des terres agricoles qui sont en réalité des zones urbaines. Celles-là, pour l'agriculture, c'est complètement perdu. Donc, il faut avoir, se garder toutes les capacités de production. Il ne faut pas rêver, je le dis souvent dans les assemblées qui traitent de ces questions, notamment dans le cadre des réunions du SAR et de la ZAN à la région, qu'on ne pourra pas faire, ne rêvons pas de tout cultiver en plein soleil, en plein champ. Vous prenez un cyclone, le premier cyclone qui passe, pendant 3 mois, il n'y a plus rien. Si jamais vous avez le malheur de vous en prendre un deuxième dans les 2 mois qui suivent le premier, pendant 6 mois, vous n'avez plus d'autonomie alimentaire. Il faut protéger les cultures. Comment les protéger? C'est de les mettre en serre. Moi, ce que j'ai vu après Garance. Et après Bellal, je crois que Bellal a beaucoup abîmé le tampon avec les serres qui ont été arrachées quand même. Oui. Et pendant Garance, eh bien, vous avez quelques serres qui ont perdu leur bâche, mais vous avez des serres qui étaient conçues pour tenir au vent qui ont soufflé. Et les cultures dedans, c'était des tomates, des courgettes, des aubergines, qui ont très bien tenu. Et donc, il n'y a pas eu de rupture dans la production. Par contre, les prix ont monté quand même. Les prix ont monté. Voilà, c'est un deuxième volet de ce qu'il faut prévoir par la suite pour que nous ayons des cours qui soient réguliers. Quand vous produisez en plein soleil, vous avez des légumes surtout, des fruits aussi, qui deviennent hors standard, hors calibre. Ce sont des pertes. Eh bien, si on veut avoir une agriculture qui soit performante, il faut le dire clairement que l'avenir passe notamment par la production sous serre. Et ces productions sous serre, elles consomment très peu d'eau. Allez voir dans les serres, vous verrez que ça fonctionne en circuit fermé. Il y a très peu d'eau qui est utilisée. Il n'y a pas d'aspersion, etc. Vous avez un climat qui est propice pour la croissance des végétaux. Et c'est là que vous pouvez alimenter le marché. Et donc, les maraîchers du tampon sont prêts à ça. Il y a déjà des gros projets de serres anticycloniques et de grande taille. Oui. Les agriculteurs du tampon, les maraîchers, ont pris beaucoup d'initiatives, ont fait beaucoup d'innovations. Et nous avons des serres qui sont très performantes. Donc, quand vous voyez une serre, ne vous contentez pas de passer devant la serre, mais allez voir à l'intérieur, vous verrez que ce sont des ensembles qui sont très performants. Notamment, les innovations qui ont eu lieu ces dernières années, c'est que on a mis des structures qui sont capables de résister à des vents qui vont jusqu'à 200 km/h, ce qui n'est pas rien. Donc, avec ça, vous avez très peu de... vous avez une culture qui se fait hors sol, bon, il faut le dire, c'est pas, on n'est pas en plein champ, etc. Mais ce sont deux types de cultures. Et ce que nous sommes en train de mettre en place, ce sont des unités de transformation qui vont permettre, d'une part, on écoule les productions que demandent les clients, mais si vous avez un volume de production qui est au-dessus, mais il faut savoir le traiter, et c'est là où on a un meilleur revenu pour les producteurs et un meilleur écoulement, c'est que on parle de surproduction. Et bien à un moment ou à un autre, il va se dire qu'il y a une production qu'on est capable de réguler dans le temps. Prenez le cas de la pomme de terre, vous verrez que
les pommes de terre sont la culture par excellence qui peut se réguler. Quand vous avez des pommes de terre, bien, vous pouvez stocker dans un endroit sec et où il fait sombre, et ce sont des pommes de terre qui peuvent être stockées pendant plusieurs mois. Donc c'est ça qui fait l'avenir de notre agriculture de demain. Je trouve qu'on est dans un monde un peu, c'est pas de la science-fiction, mais disons que c'est très innovant. On parle du téléphérique, on parle de grandes serres anticycloniques. Oui. Et je me demandais si vous utilisiez l'intelligence artificielle dans la façon de gérer la commune du Tampon. Oui, tout à fait. Comment? Eh bien, je vais donner quelques exemples. Moi-même, en informatique, je m'y connais très bien. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau de notre façon de travailler? Lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai fait le tour des services. Je fais le tour des services, je vois des postes informatiques, j'ouvre je prends un agent, je dis montre-moi ton écran, j'ouvre son Explorer, vous partez sur ce PC, vous faites clic droit, propriété, vous regardez l'ordinateur. Je dis toi tu as de la RAM et la RAM est un peu... il manque de la mémoire dans ton ordinateur et ton processeur est un peu ancien. J'ai dit on va remplacer ton ordinateur et vous allez vous retrouver avec un ordinateur avec 2 écrans. Donc tous les agents de la mairie travaillent avec 2 écrans. Pourquoi? Parce que vous êtes plus efficace. Moi je travaille comme ça, avec 2 écrans, pas ici, mais oui. J'ai dans mes bureaux privés 2 écrans, ce qui fait qu'on travaille plus efficacement. Avec des ordinateurs plus rapides. Deuxième chose, comment on travaille avec l'intelligence artificielle? Eh bien, vous avez des solutions, par exemple, pour rédiger des contrats ou autres qui utilisent de l'IA. Et donc, nous sommes déjà dans ce mouvement, nous n'en sommes qu'au début. Mais moi-même, à titre perso, j'utilise déjà l'IA, donc je connais comment ça marche. Mais vous savez que l'IA, ce n'est pas non plus la panacée, c'est une aide. Parce que même une IA peut avoir des insuffisances, des failles. Donc l'homme quand même, dans ma conception de l'IA, c'est que c'est l'IA qui est à notre service et non pas l'homme qui est asservi à l'IA. Le personnel communal s'y est habitué à travailler avec l'IA? Je crois qu'en taux d'informatisation, on est plutôt bien placé. Il n'y a pas que les employés communaux. Dans les écoles, nous avons 450 salles de classe. Toutes ces salles, c'est moi qui ai poussé le projet. Quand on dit que les écoles sont raccordées à Internet, ce ne sont pas les écoles, c'est chaque salle de classe dans lesquelles vous avez 2 arrivées au débit. Une arrivée au débit sur lesquelles on branche un tableau numérique interactif et vous avez à côté de cela une deuxième prise sur laquelle l'enseignant branche l'ordinateur. Alors je ne dis plus son ordinateur, mais je dis l'ordinateur. C'est la mairie du Tampon qui, à compter de la prochaine rentrée scolaire, aura installé pour chaque enseignant un ordinateur et à côté de son tableau numérique. Ce que je veux dire, c'est on parle du primaire, parce que je crois que dans les collèges, c'est pas le cas. C'est que moi-même, j'ai vu des enseignants qui achetaient leur portable et qui venaient travailler avec leur portable à l'école. Je me suis dit qu'on va leur donner les outils nécessaires pour que le matériel soit en mesure de faire tourner les applications éducation nationale. Donc nous sommes en train d'équiper au niveau communal toutes ces écoles d'ordinateurs qui permettent aux enseignants de travailler dans des conditions techniques qui permettent de solliciter toutes les applications que l'éducation nationale met à leur disposition. Ce qui n'est pas forcément le cas s'ils avaient un PC portable qu'ils avaient acheté eux-mêmes. Une autre de vos mesures a été de vouloir renforcer la police municipale. Oui. Est-ce qu'il y a un problème de délinquance au Tampon? Pourquoi avoir fait ça? Eh bien, nous avons une population qui augmente.
Quand vous regardez en termes de proportion police municipale ramenée à la population, si vous faites le calcul par rapport à d'autres grandes communes, nous avons un peu plus de policiers que ces autres collectivités. Ceci dit, une police municipale, c'est aussi une question de ressources humaines, comme on dit. Ça veut dire que vous avez, dans les effectifs, vous avez des personnes qui sont en congé, des personnes qui sont en arrêt maladie, et dans le même temps, j'ai demandé à ce que le service de la police municipale soit renforcé dans ses plages horaires. C'est-à-dire que la police municipale doit être en mesure de répondre aux appels 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas. 7 jours sur 7, ce qui n'est pas forcément le cas. Et 365 jours sur 365, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc il y a une organisation à mener pour que cette police soit mise en place. À l'échelle nationale, l'Association des maires de France avait expliqué que les collectivités, les communes de France dépensent 2 milliards par an pour la police municipale parce que l'État, alors que la sécurité relève des fonctions régaliennes de l'État, l'État se décharge sur les polices municipales, plus assez d'effectifs au niveau des polices, idem pour les gendarmeries. Donc on nous transfère des charges, des attributions supplémentaires, mais il faut mettre les moyens derrière, et malheureusement, l'État, c'est sa grande habitude, on vous transfère des compétences supplémentaires, compétences nouvelles, mais les moyens derrière, on vous dit démerdez-vous. Donc, si vous attendez qu'on vous donne les moyens, ne rêvez pas. Donc, il faut que la gestion de la collectivité nous donne les moyens de mettre ceci en place. Et donc, pour le tampon, ceci va se matérialiser par le transfert de la police municipale dans un local qui est plus fonctionnel d'ici la fin de cette année. On arrive un peu à la fin de l'entretien, à la dernière partie plutôt, oui. Et là on va parler des élections à venir. Oui. Pour les élections municipales, là on ne va pas faire le coup de 2024 où vous n'étiez pas candidat pour les législatives. Vous nous confirmez que vous serez candidat à votre poursuite à la mairie de du Tampon? Aujourd'hui c'est le maire du Tampon qui vous répond. Je n'ai pas fait acte de candidature pour les élections de 2026. Les projets que je vous ai indiqués, ce sont des projets qui ne vont pas se réaliser au mois de mars 2026. Le téléphérique, par exemple, c'est un projet qui va prendre une mandature. Donc, j'ai donné les directions qui, à mon sens, me paraissent être les bonnes directions pour notre territoire. Mais pour moi, il est aujourd'hui un peu trop tôt pour parler de candidature. Moi, je ne m'exprime pas comme candidat, je m'exprime comme le premier magistrat de la commune du Tampon. N'empêche, vous avez un projet sur plusieurs mandatures. Oui. Et politiquement, on a vu aux législatives ce qui s'est produit sur l'ensemble de la France, une certaine radicalisation des positions avec une gauche radicale forte et une droite extrême forte également. Oui. Est-ce que vous ne craignez pas que ce même phénomène vienne polluer l'élection municipale de l'année prochaine? Sauf à me tromper, ça c'est un enseignement que j'ai tiré des campagnes électorales précédentes. Quand je parle des campagnes électorales précédentes, on peut remonter très loin en arrière. Vous voyez de qui je veux parler, vous voyez à qui je pense, qui m'a toujours dit qu'une élection nationale, élection législative, n'a rien à voir avec une élection municipale. L'élection municipale, c'est une élection qui est vraiment locale, alors qu'une élection législative, c'est une élection avec plutôt une dimension nationale. C'est quelle politique on veut mettre en place, etc. Donc, quand je regarde les élections précédentes,
j'ai connu des élections où on avait annoncé un raz-de-marée. À l'époque, c'était le PS qui est arrivé à plusieurs reprises aux affaires, suivi d'une élection municipale quelque temps après. Mon prédécesseur avait, n'étant pas encarté au Parti socialiste, avait néanmoins été réélu à la mairie du Tampon. Hein. Donc, ce qui prouve bien qu'il y a un découplage entre les élections nationales et locales. Ça se voit au Tampon, ça se voit aussi dans d'autres communes de France, hein, des communes emblématiques. Je prends le cas, par exemple, de Montpellier. C'était Georges Frêche, qui était socialiste, qui a été élu très longtemps maire, quasiment, me semble-t-il, sans discontinuer, alors qu'il y a eu des alternances gauche-droite. Et donc, Georges Frêche est toujours resté à la tête de Montpellier. Vous avez d'autres maires qui, dans d'autres villes, ont suivi les mêmes mouvements, ou sinon même des mouvements inverses. Donc, ce qui est valable au niveau national n'est pas forcément valable au niveau local. Après, localement, il y a certes un attachement aux personnalités qui ont mené des communes, on peut même appeler ça parfois des fiefs, mais il y a aussi des forces à la réunion qui sont importantes dans les élections municipales comme régionales, et la droite s'est montrée désunie ces derniers temps, ce qui peut expliquer qu'elle est perdue d'ailleurs au régional, entre ceux qui étaient plutôt du côté de Didier Robert, ceux qui étaient plutôt du côté de Michel Fontaine. Là, j'ai vu que vous participiez à la renaissance d'une union de la droite autour du mouvement Nouvelle Ère mené par Cyril Melchior. En quoi ce mouvement pourrait-il être plus solide que ne l'était la droite auparavant divisée? Moi-même, j'ai acquis depuis très longtemps la conviction que pour être entendu, il faut être plusieurs. Je prends le cas des logements, je reviens sur la question tout à l'heure. J'ai été le premier, parmi les premiers à mettre la question sur la table, mais si la question a évolué, c'est que j'ai pu rassembler d'autres collègues maires qui m'ont dit que je partage ta position sur les logements. Même chose, si on veut être entendu au niveau politique, mais il faut être dans un mouvement. Nous avons dans ce mouvement, le maire du Tampon, il peut dire que moi je suis pour notre appartenance inconditionnelle à la République. Et je préfère que ce soit un mouvement politique dans lequel les maires qui partagent ces points de vue se retrouvent. On est plus puissant en étant ensemble qu'en étant chacun de son côté. Et dans les mouvements politiques, vous avez ça fait comme un mouvement de balancier, hein. Ça va et ça vient. Donc un jour vous perdez, un jour vous gagnez, ça fait toujours partie de l'histoire politique. Hein. Donc il y a des lendemains où vous êtes vainqueur et des lendemains où vous avez été défait. Donc, ça fait partie de la vie. Et comme votre père a souvent été en dehors des blocs politiques, on l'a vu s'allier avec Paul Vergès, comme on l'a vu parfois maintenir des positions très à droite. Est-ce que vous aussi, vous allez maintenir cette singularité, j'allais dire, c'est quoi la patte TAC dans la politique réunionnaise? Moi je ne suis pas un idéologue forcené. Hein. J'ai des lignes claires. Hein. La Réunion dans la République. La Réunion au sein de la République. On parle de l'article 73. Faut-il le modifier? Mais c'est un non-débat. Au-delà de ça, moi j'aime bien discuter. Je l'ai appris d'ailleurs. Hein. J'étais le témoin des discussions qu'avait eu André Tianakoun avec Michel Rocard. Donc on peut avoir des horizons politiques différents. Ceci peut s'expliquer par des raisons qui quelquefois ne sont pas politiques, mais il n'empêche que quand on a la volonté de travailler ensemble, travaillons ensemble. Et là, on a pu s'exprimer longuement. On a eu le temps d'aborder les sujets, de vous laisser vous exprimer. Mais on a une petite séquence de 5 questions qui sont des questions express. Un petit peu comme on fait maintenant, quoi. C'est pas oui-non, mais disons, c'est en une phrase, vous allez répondre. Plus le choix entre deux options, entre deux réponses. La première, c'est suite à la loi Duplon,
Est-ce que vous choisissez la bonne santé ou les pesticides? Il faut choisir l'équité. L'équité entre tous les producteurs agricoles européens. Il faut choisir un traitement identique. Donc plutôt les pesticides. Ah non, je n'ai pas dit ça. Pour l'instant, 26 pays acceptent les pesticides que la France ne peut pas refiner. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, ce que je veux dire, c'est que on peut dire, ok, on retire la loi du plomb, mais on ne laisse pas les produits bourrés de pesticides revenir de nos assiettes par l'importation. Ok. Voyez-vous, la loi du plomb en elle-même, elle n'est pas suffisante. Elle existe, ou bien on la retire. Il faut regarder ce qui se passe aux alentours. C'est nous qui sommes les dindons de la force là-dedans. Parce qu'on vous dit, bah, ok, à ce moment-là, on vous impose ça, mais si vos prix sont trop élevés, on va importer d'Espagne, du Portugal, d'Italie. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qu'on ne peut pas faire chez nous, on va aller faire ailleurs, puis on ramène ici. Si ça, je parle d'équité. Tout le monde loger la même enseigne. Ça veut dire que il faut prendre les mesures au niveau européen. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Réponse courte. Tout à l'heure, quand je vous ai demandé si vous aviez voté Chaussalet ou Rivière, vous m'avez dit que je ne me souviens pas. Oui. Là, on est à la présidentielle, c'est quelque chose qui arrivera en 2027. Oui. Probabilité d'un candidat d'ultra-gauche contre un candidat d'ultra-droite, enfin de gauche radicale contre extrême droite. Oui. Vous préférez voter pour Mélenchon ou pour Marine Le Pen? En tout cas, il est clair que je ne voterai pas pour Jean-Luc Mélenchon. Vous préférez l'uniforme ou la diversité? Les deux. Quel est le son, l'hymne de la Réunion? Alors si vous posez quel est l'hymne, ben moi il y a plusieurs. Hein. Vous avez Tiflafalé, vous avez Tiangelo, que j'aime bien. Vous avez d'autres, hein, mais vous pouvez en trouver plein. Dernière question, en primaire, faut-il apprendre l'anglais ou le créole? Le créole, ça permet d'apprendre l'anglais. On peut apprendre l'anglais en ayant la compréhension par le créole. Et là, je vais développer un peu moi-même. Je veux raconter comment moi j'ai commencé ma scolarité. Quand j'ai commencé ma scolarité, quand j'étais gamin, j'ai été élevé par ma grand-mère. Ma grand-mère vient de Chine. Donc à ma naissance, elle a dit à maman, elle dit hey, toi t'es trop jeune, c'est moi qui vais élever, ça se faisait comme ça. Donc je ne parlais qu'une seule langue, c'était le chinois. Et j'ai commencé à apprendre le créole avec les employés qui travaillaient avec ma grand-mère et mes parents. Donc je ne parlais que le chinois et je parlais le créole. J'ai fait une école, on appelle ça l'école marron. Hein. Donc vous voyez, à l'école marron, j'ai commencé à apprendre le français. Je ne sais pas si vous rappelez ça, Daniel et Valérie. Ça vous dit quelque chose, ça, le petit... Un fascicule pour apprendre le français. Voilà, Daniel et Valérie. Alors pour la petite histoire, j'arrive à l'école marron. Hein. Donc il y avait une maîtresse marron qui écrit comment tu écris 1. Moi je dis, ben, 1 c'est une barre comme ça, 2 c'est 2 barres. Elle me dit non, 1 c'est comme ça, là, et puis 2 c'est comme ça. Oh là là, vous savez, j'ai commencé à me dire, mais c'est quoi ce truc-là? Et on m'envoyait à l'école primaire une fois qu'on avait estimé que je maîtrisais suffisamment le français. Donc à l'école primaire, ce qui m'a permis, même à la petite école marron, hein, de comprendre, c'est qu'on m'a expliqué en créole. Donc j'ai appris le français en passant par le créole. J'avais une maîtresse marron qui parlait en français, mais qui donnait l'explication en créole. Voilà, c'est pour ça que quand vous me dites est-ce que c'est le créole ou l'anglais, on peut apprendre l'anglais, mais avec l'explication linguistique qui se fait en créole. Très bien. Eh bien, merci, M. Tianakoun. Ouais, merci. C'est moi qui vous remercie de passer un bon moment. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la.
Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.